Bonjour à tous les internautes, bienvenue sur l'antenne du Cercle des Volontaires. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Landeux. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons Philippe pour son ouvrage qu'il a écrit sur Maximilien de Robespierre. Peut-être on peut le voir Le deuxième, en fait. à l'écran, le fameux pavé. Voilà, donc. Alors, on va commencer à le présenter par la tranche. Voilà. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est ton deuxième livre sur Robespierre. Le premier livre que tu avais écrit, c'était donc Robespierre, la terreur des traîtres à la nation. C'est ça, sorti l'année dernière. Le premier n'est pas une biographie, c'est une étude. C'est une étude. Il y a évidemment un aspect biographique, mais je me suis surtout concentré sur la période la plus controversée, qui est évidemment l'an 2, avec la terreur, la pariale, la déchristianisation, etc. Non, l'an 2, ça commence en 93. 93, ok. Donc 89-93, ça fait déjà 4 ans quand Ouais, même. Hein. non, ouais, ok. Ouais, c'est la révolution, ça dure assez longtemps. Et d'ailleurs, c'est une donnée à ne pas oublier, quoi. Et donc, parce qu'en fait, dans cette période-là, Robespierre participe au pouvoir. Il n'a pas le pouvoir, mais il participe au pouvoir. Et c'est du coup la période la plus controversée, puisque ça permet de le présenter comme un tyran, etc. Et puis effectivement, c'est la période la plus saignante, bien que ce ne soit pas la période la plus saignante de l'histoire de France, mais c'est quand même la période de la Révolution la plus saignante. Et donc, ça permet de raconter un peu tout et n'importe quoi. Et donc, il fallait un peu démêler tout ça. Moi, des thèses existaient déjà, mais je pense que j'ai approfondi pas mal de sujets. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur le tribunal révolutionnaire, j'ai travaillé sur le comité de salut public, j'ai fait la compilation des arrêtés du comité, j'ai dépouillé les archives du tribunal révolutionnaire, ce qui m'a permis, par ailleurs, de travailler sur d'autres instances, comme le bureau de police générale, les commissions populaires. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, le grand public ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, les spécialistes sauront de quoi je parle. Et ce qui fait que j'ai une connaissance assez fine sur cette période-là, quoi. Et évidemment, je me suis appuyé dessus pour faire les présentations des textes qui correspondent à cette période-là, donc dans le recueil. Je précise d'ailleurs donc, que ce bouquin-là n'est pas, donc Robespierre parle aux Français, n'est pas un bouquin sur Robespierre, c'est pour ainsi dire un bouquin de Robespierre. C'est l'intégrale de ses discours. Alors j'ai noté tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses, qui concernent d'ailleurs la période de la Révolution. On m'a déjà posé la question si on y trouvait ces plaidoiries, puisque Robespierre était avocat avant la Révolution. Non, on ne trouve pas ces plaidoiries d'avant la Révolution. Les premiers textes que l'on trouve, d'ailleurs, les premiers textes que l'on trouve en extrait, sont ceux qui ont été publiés, sont ces pamphlets qui ont été publiés avant la réunion des États généraux. Il y en a 2, mais bon, ils sont trop longs et j'étais tenu par la place. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, dans ce bouquin-là n'est pas à proprement parler édité. On peut l'acheter sous cette forme-là, donc. Il est imprimé sur commande par The Book Edition, qui n'est pas en réalité un éditeur au sens propre. Et le volume maximum, c'était 900 pages. D'accord, donc là on les a atteints. Et on arrive à 900 pages pile. Donc je ne peux rien ajouter de plus. Ça a été un problème. Il a fallu que je joue sur les marges, etc., pour arriver à tout faire entrer. Donc je n'ai rien pu rajouter de plus. Et les textes dont je parlais, les textes qui s'appellent, le premier s'appelle Appel à la nation artésienne, le deuxième c'est Appel au peuple artésien, sont trop longs en fait. Et bon, finalement, je trouve il y a des choses intéressantes que j'ai extraites d'ailleurs, mais l'ensemble, par rapport à l'objet du livre initial qui était Robespierre parle aux Français, c'est-à-dire je voulais extraire au départ les textes qui peuvent encore nous parler. Finalement, parce que certains de ces discours sont très actuels. Et tout à fait. On aimerait les entendre résonner à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On pourra lire quelques extraits tout à l'heure. On en lira quelques-uns, c'est saisissant, quoi. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à Robespierre? Parce que Robespierre, il y a 2 visions de lui en France. C'est de une... les personnes qui l'adorent et qui lui vouent un culte, et l'autre caricature, c'est la caricature inverse, c'est-à-dire celle que tu décrivais tout à l'heure, celle du tyran sanguinaire. Déjà avant de répondre à la question, pour moi, la plupart des gens en fait ne connaissent pas Robespierre, autant ceux qui le critiquent que ceux qui l'admirent. Ceux qui le critiquent, qui ne le connaissent pas, qui ont l'image du tyran, etc. Et ceux qui l'admirent, souvent d'ailleurs c'est plutôt les communistes.
Et parce qu'à mon sens, ils prennent Robespierre pour un de leurs pères. Comme Mélenchon aujourd'hui. Par exemple, comme Gracchus Babeuf, qui est considéré comme le premier communiste, qui lui-même s'est revendiqué de Robespierre. Mais à mon sens, le robespierrisme n'amène pas au communisme. Donc quand on le lit bien, les raisons pour lesquelles il l'admire, à mon avis, sont assez erronées. Mais bon, le fait est que, pour répondre à la question, comment est-ce que j'y suis venu, ben, personnellement, je ne sais pas trop. Mon père m'en avait parlé. Et un jour, en arrivant à Paris, enfin en étant sur Paris, on prend les transports régulièrement. Au bout d'un moment, j'ai voulu lire des bouquins conséquents, des vrais bouquins. Et je sais pas, un jour par hasard, je suis tombé sur le Robespierre de Jean Massin. Je cherchais effectivement un bouquin de Robespierre, et je suis tombé sur le Massin, qui, de l'aveu de tous les passionnés de Robespierre, considère que c'est effectivement une des meilleures biographies. Et effectivement, là, en lisant ce bouquin-là, qui est rempli d'extraits, contrairement à beaucoup de bouquins hostiles à Robespierre, en général, dans les bouquins favorables à Robespierre, on trouve beaucoup d'extraits. Ce qui permet de commencer à se faire une idée par soi-même, et d'admirer son style, d'être saisi par son style. Et donc, avec ce bouquin-là, je suis tombé comme Obélix dans la marmite. Et à partir de là, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur la Révolution, évidemment sur Robespierre, sur la Révolution en général, sur des révolutionnaires en particulier, évidemment les Saint-Just, Marat, et puis j'ai complété. Et ensuite, après, ouais, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs, d'un côté, à réfléchir à des sujets de philosophie politique, puisque toute la Révolution, c'est ça, hein. C'est plusieurs constitutions, des débats incessants sur des sujets politiques. Et forcément, ça amène à se poser des questions sur notre propre actualité. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des petits textes. Et un jour, je me suis posé la question sur l'argent. Et c'est là que j'ai mis le doigt sur ma propre théorie et que je me suis réellement mis à écrire. Et à partir du moment où je me suis mis à écrire, après j'ai écrit sur Robespierre, j'ai fait un travail sur Robespierre, sur la Révolution en général. Donc ton livre sur l'argent, c'est réquisitoire contre l'argent ou théorie de l'égalité. Alors ça c'était, en fait ça ce n'est qu'une partie de la théorie, quoi. De ma théorie. D'ailleurs c'est pas le premier bouquin que j'ai écrit, hein. La première version de ma théorie je la sors plus. Ça c'est une réécriture déjà de la première partie de ma théorie. Puisque tu peux montrer donc la théorie elle-même, c'est le deuxième dessous. Le civisme ou voilà. Théorie de la cité, donc, une société sans argent. Ah, ça, c'est toujours chez The Book Edition. Voilà. Donc ça c'est ma théorie. Ça c'est vraiment le cœur de ma théorie, quoi. Enfin, mais ça m'a amené à écrire donc. Et à partir du moment où je me suis mis à écrire, au départ j'ai pas trouvé d'éditeur il n'existait pas non plus le moyen de The Book Edition pour pouvoir sortir mes bouquins. Et j'ai voulu écrire sur un sujet que je maîtrisais, qui permettait peut-être de me faire connaître. Et donc j'ai travaillé sur la Révolution. J'ai fait un travail qui, à l'heure actuelle, fait, je dirais, à peu près 800 pages, donc, mais en A4. Hein. Donc c'est une chronologie de la Révolution avec inséré les interventions de Robespierre. Moi j'aime bien les choses visuelles, j'aime bien les choses claires. Ce que j'ai déploré souvent dans les biographies, c'est que les textes soient fondus dans le texte de l'auteur. Donc on ne sait plus trop distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre. Moi je voulais des choses claires, le texte de Robespierre à part. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à dépouiller les œuvres complètes. J'ai lu évidemment les œuvres complètes. D'ailleurs mon bouquin, évidemment, tous les textes qu'on trouve dans mon bouquin, on les trouve évidemment dans les œuvres complètes. Les œuvres complètes qui elles sont en 11 volumes. Donc c'est déjà moins accessible. Oui. Dans ce bouquin-là, il y a outre 30 grands discours, il y a 6 petits discours, 3 discours non prononcés, il y a 82 interventions. Donc en dehors de ces discours, des grands discours, il intervient à l'Assemblée, donc j'appelle ça des interventions. Il y en a au moins 82 qui sont référencées, sans parler de toutes celles qui ne sont pas référencées, auxquelles je fais allusion. Il y a 11 articles. Robespierre a tenu deux journaux, et peut-être même un troisième qui est moins connu, qui est même inconnu, on ne sait pas ce qu'il a écrit dedans, mais il y en a 2 sûrs, le premier étant le défenseur de la Constitution, et le deuxième, lettre à ses commettants. Et dans ces journaux, il abordait ou des sujets politiques ou l'actualité, et dans ces sujets-là, dans ces articles, il y en a vraiment des excellents qu'on ne trouve jamais en fait. Personne ne les cite jamais.
Par exemple, un des plus importants à mon sens, c'est le respect dû aux lois et aux autorités constituées. Alors, il définit ce qu'est la loi, etc. Enfin, c'est vraiment des textes fondamentaux. Donc, et on trouve également 16 adresses. L'adresse étant un texte qui est fait pour être adressé, c'est pas un discours, c'est écrit et envoyé dans toute la France via les Jacobins ou via son propre son réseau par rapport à ses journaux. Et on trouve également encore 2 documents divers, des lettres, des notes. J'ai reproduit d'ailleurs notamment toutes les notes annotées par Mathiez sur Danton. C'est en fait, il y a beaucoup de choses, et en fait, donc ça se présente souvent sous forme de dossiers. Je fais des dossiers sur beaucoup de choses, sur la question du culte, sur la guerre, sur l'arrivée des fédérés à Paris, par exemple, sur beaucoup de choses, quoi. J'ai voulu que les choses soient très pratiques en fait pour le lecteur. Quand Robespierre aborde un thème, j'essaie de faire en sorte que le lecteur puisse trouver facilement tout ce qui a un rapport avec le même thème, voire même de mettre à la suite tous les textes qui ont déjà rapport avec ce texte-là, quoi. Et quitte à reproduire d'ailleurs l'extrait en question plus loin. C'est fait pour être pratique. D'ailleurs, dès le départ, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de place. Et donc je vais très vite au vif du sujet. Je fais une petite introduction, 2 pages, une petite présentation biographique, pour remettre les lecteurs qui ne connaissent pas trop la Révolution, pour rappeler les grandes lignes de la Révolution, et directement, je présente des citations. Il y a 10 pages de citations, les meilleures phrases, les passages les plus importants, pour pas que le lecteur ait à les chercher. Parce que 900 pages, si on le loupe, c'est un peu compliqué pour le retrouver, quoi. Donc j'ai préféré déjà en extraire quelques-uns, quoi. D'accord, je te propose justement qu'on regarde quelques-unes de ces citations et puis Ouais, on peut peut-être en commenter. Pour comprendre effectivement pourquoi est-ce que Robespierre est d'actualité et pourquoi est-ce qu'on peut encore faire référence à lui. Moi j'en avais trouvé une qui était sur le gouvernement représentatif, Ouais. parce que ça c'est toute une partie de l'œuvre de Robespierre, c'est d'en même temps... il dénonce la démocratie entière, trop libre, et de l'autre côté, il dénonce aussi le gouvernement représentatif. Et il dit donc le premier objet des institutions politiques doit être de défendre la liberté des citoyens contre les usurpations du gouvernement lui-même. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette citation? En quoi elle s'inscrit dans cette époque et en quoi elle résonne encore aujourd'hui? Lui, il voulait qu'il y ait des contre-pouvoirs. Je vais en lire un autre, moi. Malheureusement, les serviteurs du peuple ne se chargent bien souvent de ces affaires que pour faire les leurs. Ils les font de telle manière que bientôt ils le ruinent, le dépossèdent et le forcent à les servir lui-même. Bon, ça peut nous parler, ça. Alors ça là, celle qui est évidemment la plus actuelle. La source de tous nos maux, c'est l'indépendance absolue où les représentants se sont mis eux-mêmes à l'égard de la nation sans l'avoir consultée. Ils ont reconnu la souveraineté de la nation et ils l'ont anéantie. Ils n'étaient de leur aveu même que les mandataires du peuple et ils se sont faits souverains, c'est-à-dire despotes, car le despotisme n'est autre chose que l'usurpation du pouvoir souverain. Quels que soient les noms des fonctionnaires publics et les formes extérieures du gouvernement, dans tout État où le souverain ne conserve aucun moyen de réprimer l'abus de ses délégués, que ces délégués font de sa puissance et d'arrêter leurs attentats contre la constitution de l'État, la nation est esclave, puisqu'elle est abandonnée absolument à la merci de ceux qui exercent l'autorité. Et comme il est dans la nature des choses que les hommes préfèrent leur intérêt personnel à l'intérêt public, lorsqu'ils peuvent le faire impunément, il s'ensuit que le peuple est opprimé toutes les fois que ses mandataires sont absolument indépendants de lui. Si la nation n'a point encore recueilli les fruits de la Révolution, si des intrigants ont remplacé d'autres intrigants, si une tyrannie légale semble avoir succédé à l'ancien despotisme, ne cherchez point ailleurs la cause que dans le privilège que se sont arrogés les mandataires du peuple de se jouer impunément de ses droits, de se jouer impunément des droits de ceux qu'ils ont caressés bassement pendant les élections. Aujourd'hui, il y a environ combien, peut-être 70%, je crois, des Français qui sont déçus de François Hollande. C'est vrai. C'est que ça. En fait, là, donc cet extrait, je l'ai cité aussi dans le passage où je parle du gouvernement représentatif. Et d'ailleurs, Robespierre dit lui-même que c'est un abus de langage de dire que les députés sont les représentants de la nation, quoi. Ils ne sont pas les représentants, ils en sont les mandataires.
Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un contre-pouvoir populaire. Et car en fait, qu'est-ce que c'est l'essence de la démocratie? Une démocratie, c'est un système dans lequel les lois sont l'expression de la volonté populaire, mais réellement, quoi. Or, des représentants ne sont pas les véhicules de cette expression. Tôt ou tard, effectivement, ils mettent leur volonté à la place, leur volonté particulière à la place de la volonté générale. Donc, il faut forcément que les lois soient, d'une manière ou d'une autre, soumises au peuple. Alors aujourd'hui, on pourrait parler de référendum, mais on peut imaginer d'autres systèmes. Et effectivement, la Constitution de 93, qui s'inspire beaucoup des idées de Robespierre, avait prévu un système, alors qui à mon sens n'est pas forcément le meilleur, mais bon, il faut voir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus tous les moyens modernes que nous avons, dans lequel les lois n'étaient que des projets pendant un mois. Et pendant ce mois, les assemblées primaires, donc les électeurs, avaient la possibilité de les remettre en cause. Par exemple, donc c'était au lieu qu'elles soient soumises à référendum, elles étaient suspendues pendant un mois, le temps que c'était une façon d'appliquer le principe que je viens d'exposer, à savoir que les lois doivent être ratifiées par le peuple. Quand on voit qu'aujourd'hui, à propos d'une loi assez récente qui fait polémique, elle passe de force à l'Assemblée et on vient nous dire que c'est fait de manière démocratique, alors que malgré tout, il y a un mouvement populaire qui se fait jour dans le pays, elle aurait pu être soumise à référendum, d'autant plus que par sa nature, elle touche à l'essence même de la société. Donc, et on joue sur les mots quand on nous dit que ça ne fait pas partie ça n'entre pas dans le cadre de la Constitution. Tout ce qui, comme aurait dit Robespierre, il n'y a de constitutionnel que la volonté du peuple. Donc voilà, donc c'est un exemple de cas dans lequel les élus peuvent mettre leur volonté à la place de celle du peuple. D'accord. Et donc il est donc plutôt démocrate. Pourtant, il a une réputation de. Ouais. Le live va couper. Ah bon? En tout cas sur mon secteur. Est-ce que regarde si le modèle. C'est bon pour toi? Ça marche là? Il faut regarder si le modèle. Ah. C'est bon. C'est bon? Nous sommes toujours en direct. Non, mais je me vois sur le site. Regardez si la caméra tourne toujours et si. Ça tourne. Excusez-nous si jamais vous êtes en ligne. C'est les aléas du direct. Offline, effectivement. On parle à diffuser. Normalement, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. C'est bon? Donc on en était où là? Alors désolé pour cette petite coupure technique. Nous en étions donc au caractère démocratique. Ouais, non, tu me demandais pourquoi est-ce qu'on le considère comme un tyran? Oui, voilà. Il suffit imaginons, pensons à aujourd'hui. Pensons à aujourd'hui. Les gens qui dénoncent la démocratie, qui parlent de démocratie aujourd'hui, on les traite de fascistes. Par exemple, les gens, la démocratie dérange les gens en place, les puissants du moment. Donc, mais pour Robespierre en particulier, effectivement, la période dans laquelle il se retrouve n'a pas été la plus simple. Il a fallu prendre effectivement des décisions assez terribles. Parce qu'il y a des agressions extérieures d'une part et aussi intérieures en fait, avec des. C'est pas tout à fait vrai. C'est quand tu dis les agressions extérieures, c'est la France qui a agressé. Ouais. Donc mais bon, quand je dis la France, c'est si on parle de la guerre suscitée envers l'Europe, ce sont un parti qu'on appelait les Girondins et la Cour qui ont voulu la guerre. Et Robespierre s'est opposé à cette guerre. Robespierre a fait tout ce qu'il a pu. Robespierre, qui à ce moment-là n'était plus député. Il faudrait peut-être faire d'ailleurs un rappel sur la Révolution pour que les gens qui ne connaissent pas trop cette période-là comprennent. Ça peut être le moment, justement. Donc la Révolution, en fait, se divise en 4 grandes périodes. La première, qui commence avec la réunion des États généraux, qui va déboucher sur donc une assemblée qui va se transformer et devenir l'Assemblée constituante, la première Assemblée constituante de France, qui va siéger jusqu'à la fin septembre 91.
là, à ce moment-là, Robespierre sera député. Et bon, je reviendrai après sur son rôle. Deuxième période, à partir donc septembre-octobre 91, s'ouvre l'Assemblée législative, constituée de nouveaux députés, dont les leaders seront, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les Girondins. C'est à ce moment-là que la France va entrer en guerre. Et de la guerre qui va tourner au fiasco, qui va amener donc des bouleversements, une insurrection le 10 août 92. Et C'est le commencement de la vraie révolution, entre guillemets. voilà, c'est effectivement là on peut parler en tout cas c'est au moins une deuxième révolution, et ça va écourter le mandat de cette assemblée, donc de l'assemblée législative, qui va se saborder elle-même, qui va être obligée de convoquer une nouvelle assemblée qu'on va appeler la convention. La convention va se réunir le 21 septembre 92. 22 septembre 92. Et la convention elle-même donc est divisée en 3 phases. Alors j'ai dit qu'il y avait 4 phases parce que je parle de Robespierre, mais l'assemblée, la convention, enfin l'histoire de la convention se divise en 3 phases. La première phase, c'est celle où la convention est dominée par le fameux groupe en question, donc les Girondins. Donc on appelle ça la convention girondine. La deuxième phase, qui commence le 2 juin 93, avec l'élimination des Girondins et la domination de la Convention par les Montagnards. Donc c'est les Montagnards, disons que c'est en quelque sorte le noyau dur des Montagnards, ce sont les Jacobins, pour faire simple. Et cette période-là court jusqu'à la chute de Robespierre. Enfin la chute, j'aime pas trop ce mot parce que quand on dit la chute, on a l'impression que Robespierre était roi. Alors il n'était pas roi du tout, à tel point qu'en fait il ne siégeait même plus au comité de salut public depuis un mois. Donc le peu de pouvoir qu'il avait, il ne l'avait plus. Donc disons, avec l'exécution de Robespierre, qui elle a lieu, enfin son arrestation c'est le 9 Thermidor, c'est-à-dire 27 juillet 93, et il est exécuté le lendemain. Donc voilà, ça c'est la charnière, et on passe donc à la troisième phase de la convention, qui est la convention thermidorienne, nom tiré de cette fameuse journée du 9 Thermidor, où Robespierre est arrêté pour être exécuté donc le lendemain. Et la convention va siéger jusqu'à, là, je me mélange toujours les pinceaux, enfin jusqu'à, je crois, octobre 95, quelque chose comme ça, quoi. Octobre ou novembre. Donc voilà, donc cette 4 périodes constituantes, législatives, convention girondine et convention montagnarde. Les États-Unis, la constituante, alors on reprend pour parler du rôle de Robespierre dans la constituante, dans la Révolution. Robespierre donc est député aux États généraux qui vont devenir l'Assemblée constituante. La constituante, enfin les États généraux sont composés pour moitié de bourgeois. Donc les États généraux représentent les 3 ordres, la moitié donc de bourgeois en termes de membres, un quart de nobles, bien qu'il y ait également des nobles délégués parmi le tiers-État, et un quart d'ecclésiastiques. Donc moi j'appelle ça cette assemblée une assemblée aristo-bourgeoise. Et elle va mener effectivement une politique aristo-bourgeoise, contrairement à Robespierre qui lui voulait qui lui était plus démocrate. Et Robespierre va défendre du début à la fin 2 principes fondamentaux: l'égalité en droit des citoyens, donc égalité et en droit et en devoir. Pour lui en fait les devoirs découlent des droits et non l'inverse. Bon, ça c'est lié à leur philosophie du droit naturel. Et le deuxième pilier de sa philosophie, c'est la souveraineté du peuple. Et il se retrouve donc dans une assemblée qui, elle, finalement, veut travailler pour les riches. Grosso modo, c'est ça, pour les possédants, pour les riches. Donc, il va être très minoritaire à la constituante, au point qu'il n'aura quasiment aucune influence, en fait, sur l'ouvrage constitutionnel. Bien qu'il il en aura plus que ce qu'on pense, mais pas tant que ça, quoi. Les 2 grandes victoires de Robespierre sont sur le plan constitutionnel, le fait d'avoir obtenu que la France renonce aux guerres de conquête. Alors ça c'est un point important, puisque derrière, en plus, il va effectivement s'opposer à la guerre. Il y a vraiment chez lui, il y a vraiment une continuité. Il va s'opposer à la guerre après, donc voulu par les Girondins, et puis c'est lui qui va même vouloir la paix dès que possible. Ce qui va être d'ailleurs une des grandes raisons, une des principales raisons de son arrestation. Donc, sous la constituante, donc, il défend grosso modo la démocratie, et il obtient, et c'est lui qui obtient, que les députés de la constituante ne soient pas rééligibles à l'Assemblée suivante. C'est pourquoi tous les députés seront nouveaux. Et lui il pensait que
après 3 ans de révolution, les nouveaux députés auraient à cœur d'aller un peu plus loin que l'Assemblée constituante qu'ils trouvaient assez conservatrice finalement. Et finalement, les Girondins vont s'avérer pires que leurs prédécesseurs. Ils vont, chez eux, il y a deux piliers dans leur politique. Il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ultralibéralisme, au nom de la propriété sacrée. Et il faut voir qu'à ce moment-là, ils vont permettre que les riches accaparent réellement la nourriture pour trafiquer, pour s'enrichir. Et il va y avoir réellement des famines factices. Donc beaucoup d'insurrections. Il y a un discours d'ailleurs sur la circulation justement des grains Ouais. à l'intérieur de la France. C'est pas pendant cette assemblée-là. Ouais. C'est plus tard, puisque à ce moment-là, Robespierre n'est pas député. D'accord. C'est effectivement un discours sur les subsistances qui est fondamental. Exactement. Et qui est aussi à réfléchir sur le système financier actuel. Effectivement, alors, souvent, comme souvent, il faut faire des transpositions. Robespierre parle par rapport à son temps, mais si on transpose, les principes sont les mêmes, la problématique est la même. Et donc, quand je dis l'ultralibéralisme, c'est effectivement, sous un autre nom, la politique menée par... alors, comment ils appelaient ça à cette époque-là, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Et donc, les Girondins ont deux axes. L'ultralibéralisme et la guerre. La guerre, d'ailleurs, pour remplir les caisses de l'État, qui est déjà la raison à la base de la convocation des États généraux. Mais leur leitmotiv, c'est vraiment, en fait, c'est tout pour le pognon de toute manière. Les Girondins, c'est tout pour le pognon. Le problème, c'est que c'est un paradoxe. Vouloir faire la guerre en menant une politique impopulaire, alors que c'est le peuple qui forcément va faire la guerre, ça pose un problème, quoi. Et cette contradiction va amener la chute des Girondins. Non seulement, ça va faire que la France n'était pas prête à la guerre. Déjà, tout avait été fait pour que la France avait été déjà désorganisée par le fait que les officiers étaient tous nobles et la troupe plus patriote que les officiers. Donc des officiers ont déserté, il y avait des conflits entre les officiers et la troupe. La France, les défenses de la France ont été laissées à l'abandon, les troupes n'étaient pas armées. Bref, la France n'était pas en état de faire la guerre, et en plus la cour voulait la perdre, cette guerre. Les Girondins, eux, poussent quand même à la guerre, et finalement, donc, ils vont contraindre le roi à déclarer la guerre. Mais rapidement, elle tourne au fiasco, et malgré Robespierre, donc, qui, aux Jacobins, et comme la plupart des Jacobins parisiens. Les Jacobins de province, c'est un peu différent, puisque eux ne sont informés souvent que par la presse girondine. Mais les Jacobins parisiens, les principaux, et je citerai notamment Billaud-Varenne et Marat, sont hostiles à la guerre. Il faut bien voir que les Jacobins et les montagnards qui vont avoir à gérer la guerre, à la base, sont hostiles à cette guerre. Ils sont hostiles à la politique de la Constituante, qui a amené des problèmes, notamment en Vendée, et à la politique de la guerre, qui a également amené des problèmes, des problèmes partout, quoi. Et voilà, donc et là, donc pareil, quand je dis qu'on peut transposer ce qui s'est passé sous la Révolution à notre époque actuelle, quand je vous dis que les problèmes créés par les uns vont être gérés par les autres, dans une situation dramatique, bon, vous transposerez vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, les Girondins font déclarer la guerre, et cette guerre tourne au fiasco. Et rapidement, les puissances étrangères en fait vont temporiser. Au lieu elles avaient tout pour elles, et au lieu de foncer directement sur Paris, elles vont attendre. Et ce qui va donner un répit aux révolutionnaires, aux Jacobins, pour renverser la monarchie. Ce qui n'était pas leur projet du tout. D'ailleurs, j'ai noté ça quelque part. Une phrase que Robespierre a dite. Le roi est renversé le 10 août 92, et là on est en mars 92. Et il dit aux Jacobins qui applaudissent à tout rompre: je préfère l'individu que le hasard, la naissance, les circonstances nous ont donné pour roi, à tous les rois qu'on voudrait nous donner. C'est assez clair qu'il n'est pas spécialement contre la monarchie. D'ailleurs, une autre phrase de mai 92: est-ce dans les mots de république ou de monarchie que réside la solution du grand problème social? Sont-ce les définitions inventées par les diplomates pour classer les diverses formes de gouvernement qui font le bonheur et le malheur des nations, ou la combinaison des lois et des institutions qui en constituent la véritable nature? Voilà. Robespierre n'est pas fondamentalement républicain. C'est d'ailleurs ce que souvent on lui a reproché aussi. Mais républicain, aujourd'hui, on est, paraît-il, en république. Pour moi, si république n'est pas synonyme de démocratie, la belle affaire.
Donc, on en est au 10 août. Les révolutionnaires organisent l'insurrection avec l'aide des fédérés arrivés des départements. Insurrection à laquelle essaient de s'opposer par tous les moyens d'ailleurs les Girondins. On veut sauver l'État, mais les Girondins qui ont tout fait pour le perdre s'opposent à la solution. Enfin, et pourtant, ceux qui, pour un Michelet, par exemple, vont passer pour de grands républicains. Alors qu'à ce moment-là, ils font tout pour sauver la monarchie, ce qu'ils vont d'ailleurs continuer à faire au début de la Convention. Que c'est eux qui vont s'opposer au procès du roi, c'est eux qui vont tout faire pour le reculer, donc, alors le problème, c'est que quand on arrive à la Convention, la France, à ce moment-là, est déjà en guerre. Guerre qui, petit à petit, donc guerre que les puissances étrangères n'ont pas déclarée, mais que la France leur a déclarée. Louis XVI pour leur forcer la main, d'ailleurs, la fuite à Varennes, c'était aussi une façon de forcer la main des puissances étrangères, parce que vraiment, elles ne voulaient pas intervenir, quoi. La France, à ce moment-là, était quand même le pays le plus peuplé, le plus puissant d'Europe, il ne faut pas l'oublier, quoi. Et les monarchies européennes le savaient, hein. Et d'ailleurs, finalement, les révolutionnaires, enfin la France révolutionnaire leur a quand même mis de belles roustes. Jusqu'à Napoléon, bon, il a fallu 15 ans il aura fallu 20 ans pour en venir à bout, hein. Donc la France, à ce moment-là, est en guerre. Les Girondins qui sont au pouvoir continuent de prôner toujours l'ultralibéralisme. Et ceux-là, ils n'ont jamais rien compris, hein. Et c'est à ce moment. Est-ce que ce sont eux aussi qui sont à l'origine de la loi Le Chapelier? Non, on a beaucoup reproché. Non, ça c'est la constituante. C'est fin 80, c'est juin. Tu m'as dit juin 91. Ouais, c'est avant ça. Mais effectivement, ça participe de cette philosophie, de la philosophie des Lumières d'ailleurs, hein. Lumière, et là je parlerai, je renverrai un peu les auditeurs aux travaux de Marion Sigaud. Robespierre ne s'inscrit pas du tout dans les lignées des Lumières. Robespierre, qui est un émule de Rousseau, qui lui-même n'est pas un émule des Lumières. Les Lumières, c'est les encyclopédistes, c'est les Voltaire, etc. C'est pas du tout Rousseau. C'est même le contraire, en fait, quoi. Dans ton livre, d'ailleurs, tu dis que Robespierre s'inspire de Rousseau et que Rousseau est, entre guillemets, le père de la Révolution. Ah oui, et que totalement, Voltaire oui. est le père de la contre-révolution. On peut dire ça comme ça. C'est vrai que ça paraîtra peut-être bizarre pour certains d'entendre dire que, par exemple, les Girondins sont les contre-révolutionnaires. Mais et en fait, pour moi, la Révolution, c'est réellement Robespierre. Il y a deux formes de contre-révolution. Il y a la contre-révolution aristocratique, qui, elle, est assez rapidement dépassée, et la contre-révolution bourgeoise. La révolution, c'est vraiment la volonté d'instaurer l'égalité, la démocratie, etc. Or, dès la période qu'on appelle révolutionnaire, il y a des courants hostiles à ça. C'est effectivement, les Girondins sont hostiles à une vraie démocratie. La constituante a séparé les citoyens en deux classes. Les riches, qui paient au minimum 3 journées d'impôts, 3 journées de travail d'impôts par an. C'est le marc d'argent, c'est ça? Oui, mais ça a été abandonné, ça, je crois, le marc d'argent. Je crois qu'ils en sont restés quand même à ce critère de travail, de journée de travail. Enfin, peu importe le critère, ils ont séparé effectivement les citoyens en deux classes, dont une classe n'avait plus le droit de citer, ne pouvait plus participer à la garde nationale, etc. En clair, une classe était là pour contenir l'autre. Les citoyens passifs, c'est ça? Actifs, c'est ça. Citoyens dits actifs pour ceux qui payent des impôts et les citoyens passifs pour ceux qui n'en payent pas ou pas assez, quoi. Il y a vraiment c'est une politique de classe. Une classe est toute en faveur des riches. Et en fait, cette politique va réellement triompher après Thermidor. Donc je disais, Robespierre arrive à la Constituante face à des Girondins qui, eux, veulent une politique. C'est un député comme autre, il n'a pas de pouvoir particulier, hein. Mais il a une influence. Il a acquis, sur la Constituante, il a acquis un prestige qui fait que les gens l'écoutent. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il a du pouvoir. Donc, les Girondins, toujours, persistent avec leur politique ultralibérale. Et d'ailleurs, ils jouent un jeu assez bizarre. Ils sont très hostiles aux Parisiens. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas duper les Parisiens. Bon, à l'époque, il faut voir que les informations circulent toujours pareil à pied ou à cheval. Donc c'est assez lent. Il n'y a pas de télé. Les seuls qui savent ce que font réellement les Girondins, ce sont les Parisiens. Ouais. Et donc les Girondins ont les Parisiens dans leur collimateur et ils
il diffuse dans les départements toute une propagande anti-parisienne. Et ce qui fait que petit à petit, en fait, ils vont dresser les départements contre Paris, et ils vont amener, après avoir fait déclarer la guerre, ils vont amener la guerre civile. Donc deuxième couche, deuxième difficulté insurmontable, sachant déjà que la révolution était amenée par une crise financière, que tous les troubles n'étaient pas réglés. Sur ce, on rajoute la guerre et la guerre civile. C'est quand même une situation dramatique. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'égal dans l'histoire de France, quoi. Et au bout d'un moment, les montagnards vont quand même arriver à se débarrasser par un coup de force, ils vont se débarrasser des Girondins. D'ailleurs, ils ne veulent pas, au départ, ils ne veulent pas les exécuter, ils veulent simplement les écarter. Sauf que les Girondins, et la preuve, c'est qu'ils sont arrêtés et gardés à domicile. Mais une bonne partie d'entre eux va s'enfuir et soulever les départements ou rallier des insurrections qui ont déjà eu lieu, liées d'ailleurs à cette propagande anti-parisienne. Et c'est donc à ce moment-là que, un mois plus tard, le 27 juillet 93, donc Robespierre arrive au comité de salut public. À ce moment-là, donc, il faut savoir qu'il n'y a l'instance dirigeante pendant la Révolution, c'est le comité de salut public. Il y a plusieurs comités. Le comité de salut public, lui, gère tout ce qui est guerre, politique générale. Et il y a une douzaine de comités comme ça, une douzaine ou peut-être un peu plus même. Le deuxième comité important, c'est le comité de sûreté générale qui, lui, s'occupe de la police politique. Après, il y a des comités de finances, il y a des comités d'instruction publique, enfin, il y a tout un ensemble de comités, mais le plus important, celui qui dirige vraiment tout, c'est le comité de salut public. Et Robespierre fait partie de ce comité-là, avec des collègues qui ne sont pas non plus des bras cassés, hein, qui sont Carnot, le fameux Lazare Carnot, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Lindé, Saint-Just, Barrère, enfin, c'est tous des pointures en vérité. Donc, ses collègues du comité le suivent quand ils sont d'accord, mais rien ne les oblige de le suivre. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer quand ils vont se retrouver en désaccord. Et le jour où ils vont se retrouver en désaccord, ils vont l'envoyer à la guillotine. Voilà. Alors, je vais aborder d'ailleurs la raison pour laquelle Robespierre va être exécuté. On dit que c'est un tyran. En fait, c'est tout le contraire. Robespierre, il y a trois raisons fondamentales. La première, c'est que Robespierre, effectivement, même s'il est d'accord pour une politique de terreur, c'est un modéré. J'ai expliqué dans quelle situation se trouvait la France. Il va de soi qu'on ne sort pas d'une situation comme ça avec de simples prières. Forcément, il faut y mettre de l'huile de coude. Et rappelons encore une fois que c'est une situation dans laquelle la France se trouve malgré Robespierre qui s'est toujours opposé aux politiques qui ont amené cette situation. Et Robespierre s'est mis à dos en fait tous les représentants en mission, c'est-à-dire les députés qui ont été envoyés en mission dans les départements et qui ont commis des atrocités ou qui sont comportés comme des pourris, des corrompus, etc. Il s'est mis à dos tous ces gens-là parce que lui précisément, d'ailleurs on l'appelait l'incorruptible. C'est pour rien. C'est pas pour rien. Hein. Et donc il s'est mis à dos tous ces gens-là et qui eux veulent inversement continuer la terreur. Donc première raison. D'ailleurs après on reviendra sur la loi du Vientre impérial sur laquelle on raconte vraiment n'importe quoi et je dirais des choses que le simple bon sens peut comprendre. La deuxième raison, c'est que Robespierre voulait, comme je l'ai dit depuis le début, une politique sociale. C'était un démocrate, il voulait plus de social. Or, malgré tout, la Convention est elle-même composée essentiellement de bourgeois, qui eux veulent profiter de la position qui sont acquises ou de l'argent. Et ça, c'est fondamental. C'est vraiment, en fait, les bourgeois vont apporter leur appui à ceux qui ont réellement organisé le 9 Thermidor, qui sont donc les fameux terroristes, Fouché en tête. Et une raison qu'on oublie souvent, c'est l'opposition de Robespierre à la guerre. Les Robespierristes considéraient d'ailleurs que leur principal ennemi était Carnot. Carnot, lui, au printemps été 94, la France a redressé la situation d'un point de vue militaire et est en passe de pouvoir conquérir, du moins, de pouvoir aller dans les autres pays. Or, Robespierre, lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était hostile aux guerres de conquête. Et il pensait que, d'ailleurs, dans la Constitution de 93, il y a un article qui dit le peuple français ne traite pas avec un ennemi qui occupe son territoire. Bon, ben justement, à partir du moment où
le territoire est libéré, on peut commencer à traiter, puisque la guerre, c'est une catastrophe pour le peuple. Ça a ruiné le peuple, ça a demandé un effort colossal, la terreur est liée à ça. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est lié à ça. Et donc Robespierre, lui, voulait que la terreur, enfin la terreur, que la guerre s'arrête, quoi. Surtout que le fait de porter la guerre chez les voisins, ça fait pas forcément aimer les Français, quoi. Bon. La Révolution n'a jamais mis en place, encore une fois, la démocratie. Les Lumières, c'est pas une philosophie de la démocratie, c'est tout pour le pognon. C'est ça les Lumières. C'est C'est la liberté du la commerce. liberté, oui, du commerce, mais pas la liberté Pour le peuple. liée à l'égalité. On a abordé la terreur. Je pense que ce serait bien de définir ce qu'est la terreur selon Robespierre. Il y a un discours sur le gouvernement révolutionnaire. Donc déjà, là, effectivement, il pose un peu le cadre de ce qu'est la terreur. Et celui qui définit réellement la terreur, parce qu'en fait, Robespierre, souvent on entend dire que Robespierre a instauré la terreur. Non, il l'a pas instauré, il l'a théorisé. Il l'a théorisé des mois après. Officiellement, on date le début de la terreur du 5 septembre 1993, jour où le peuple parisien a envahi la Convention, a imposé en fait toute une série de mesures, la principale d'ailleurs ayant été prise le matin avant même cette invasion, qui était la réorganisation du tribunal révolutionnaire. Bon, et donc ça c'était en septembre 1993, et là je parle de décembre, voire du 5 février 1994. Donc on voit bien que son discours n'est pas lié à l'instauration de ce régime d'exception. C'est quoi la terreur? C'est un régime d'exception, effectivement, des procédures pénales accélérées pour juger des gens qui n'entrent pas dans le cadre des crimes et délits de droit commun. Les crimes contre-révolutionnaires sont d'une nature particulière. À un moment donné, quand un régime se défend, effectivement, c'est pas du vol, c'est pas des meurtres, c'est simplement effectivement diffuser des idées, mais en danger le régime. C'est ce qui explique pourquoi Robespierre était opposé à la peine de mort concernant les délits de droit commun. Exactement. Mais lorsqu'il s'agissait donc de la patrie, là, effectivement. D'ailleurs, tu me tends la perche. Je vais juste effectivement faire une mise au point. Alors que c'est une chose que je dis dans mon premier bouquin, mais je vais le répéter ici. Souvent, on présente comme une contradiction le fait que Robespierre ait été le premier député à réclamer l'abolition de la peine de mort et qu'il ait été en même temps le théoricien de la terreur. En fait, il n'y a absolument aucune contradiction. Alors, je vais lire son discours sur l'abolition de la peine de mort, c'est le 30 mai 1991. Dès le deuxième paragraphe de son discours, c'est un petit discours, c'est pas un gros discours. Dès le deuxième paragraphe, il dit ceci. Hors de la société civile, qu'un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que repoussé 20 fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue. Et la loi de la défense naturelle me justifie et m'approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l'autoriser à lui donner la mort? Quelle nécessité peut l'en absoudre? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare. Un homme fait qui égorge un enfant, qu'il peut désarmer et punir, paraît un monstre. Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi vaincu et impuissant. Il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme fait. En fait, ce qui est important, c'est la première phrase. C'est hors de la société civile qu'un ennemi acharné vienne attaquer mes jours ou que repoussé 20 fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces, etc., etc. En fait, il pose le principe de la légitime défense. C'est-à-dire que quand on est menacé dans son existence, et ceci est vrai aussi bien pour l'individu que pour la société, on a le droit de se défendre, quitte à tuer son ennemi. Or, dans le cadre des crimes et délits de droit commun, les auteurs ne menacent pas l'existence de la société. Ce qui est inversement le cas dans les crimes de droit politique, enfin, dans ce qui sera qualifié de crime contre-révolutionnaire. Et notamment, évidemment, le roi.
le roi, c'est par définition un crime politique. Quand il trahit la nation, quand il appelle les armées étrangères pour sauver son trône, mais aux dépens de son peuple. C'est pour ça qu'il dit il faut que Louis meure pour que la patrie vive. C'est ça. Ouais. Bien sûr. Hein. Là, évidemment, c'était éminemment politique. Alors, d'ailleurs, les Girondins s'étaient amusés à lui rappeler effectivement qu'il avait réclamé l'abolition de la peine de mort. Et lui, il a bien remis les pendules à l'heure en expliquant, mais oui, mais précisément, c'est précisément le cas dans lequel ça s'applique, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vertu dans la pensée de Justement, Robespierre? alors, il y a une citation la vertu, voilà. Alors, la vertu n'est autre chose que l'amour de la patrie et de ses lois. Mais comme l'essence de la République ou de la démocratie est l'égalité, il s'ensuit que l'amour de la patrie embrasse nécessairement l'amour de l'égalité. Ça, il me semble que c'est la meilleure définition de la... Alors, qu'est-ce que veut dire Robespierre quand il parle d'amour de l'égalité? En fait, tout est lié chez lui. Patriotisme, égalité, démocratie, liberté, tout ça, ça ne fait qu'un seul. Il y a une autre phrase d'ailleurs dans le même... Peuple, souviens-toi que si dans la République la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Tout est lié en fait. En fait, ceux qui s'attaquent à un de ces aspects-là sont les ennemis de la patrie, quoi. Sont les ennemis de la patrie et de fait sont les ennemis de l'égalité. Et ça se vérifie d'ailleurs. Hein. Ça se vérifie. Enfin. Et du coup, quel était l'accueil que le peuple français faisait à Robespierre, surtout peut-être Paris d'ailleurs? Dès la Constituante, Robespierre a été l'homme le plus populaire. Très rapidement, il est devenu très populaire. D'ailleurs, quand on dit que son surnom est l'incorruptible, c'est pas lui qui se l'est attribué. D'ailleurs, il n'aimait pas ça. Il trouvait anormal qu'on puisse l'appeler incorruptible, ce qui voulait dire que les autres étaient corrompus. Inversement, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il n'aimait pas ça. Et ça a été, effectivement, il a eu un prestige, on ne peut pas imaginer son prestige. D'ailleurs, à tel point qu'à l'étranger, on le prenait pour le président, grosso modo. Il n'y a pas de fonction présidentielle, mais on le prenait pour le chef officieux de la République. Il a eu un prestige énorme. Alors, effectivement, c'est vrai que dans le cadre de l'an 2, avec cette situation particulière de terreur, etc., son prestige en a un peu souffert, mais pas tant que ça, finalement. Il restait quand même très populaire. Hein. D'ailleurs, il a suffi qu'on apprenne qu'il était arrêté le 9 Thermidor pour que de suite, il y ait des milliers d'hommes à court, en armes, avec des canons et tout et tout. Parce que le 9 Thermidor, quand il est décrété d'arrestation par la Convention, tout de suite, la commune s'insurge, les sectionnaires, c'est-à-dire les sections, c'était les divisions de Paris, comme on dit aujourd'hui les arrondissements. Les sectionnaires accourent en armes, avec les sections de canonniers, enfin les compagnies de canonniers, etc. Et c'était, à mon sens, si Robespierre ne renverse pas la situation, c'est qu'il ne le veut pas. Ça fait quelque temps déjà qu'il dit que ça y est, c'est fini, ils sont arrivés au bout, ils savent pas quoi faire. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être rebondir là-dessus. Et il sait que la seule façon de s'en sortir, c'est de devenir un dictateur, et il n'en veut pas. Donc finalement, à mon sens, il se laisse reprendre. Quand on pense quand même que parmi les députés arrêtés, Robespierre a été arrêté, mais il n'est pas tout seul. Il y a Saint-Just, qui a été représentant aux armées. Il y a Couthon, qui a été représentant aux armées. C'est quand même lui qui a activé la reprise de Lyon. Il y a son frère, qui a participé à la reprise de Toulon. Il y a Lebas, qui est le collègue de Saint-Just. Enfin, c'est pareil, ce ne sont pas des bras cassés. Je veux dire, là, ils se retrouvent, ils ont des milliers d'hommes à leur disposition face à une convention qui n'a pas de défenseur au moment où l'insurrection de la commune se déclenche. Ils auraient pu balayer la convention comme qui rigolent, et ils ne le font pas. Pourquoi? Alors là, effectivement, les historiens peuvent diverger, mais moi, à mon sens, c'est qu'effectivement, Robespierre ne le voulait pas, quoi. Alors, du coup, lorsqu'on étudie Robespierre, son rôle et son influence dans la Révolution, finalement, est-ce que la Révolution française, c'était pas un petit peu, pour reprendre ces mots, une révolution sans révolution? On peut effectivement dire ça, ouais. Alors ça, donc là, moi, je vais donner une explication qui est liée à mes propres théories. L'idéal de Robespierre s'est heurté à un obstacle qu'il n'avait pas identifié,
et que malheureusement peu de gens ont encore identifié de nos jours, parce que finalement l'obstacle est toujours le même, c'est tout simplement l'argent. D'ailleurs, sur le plan historique, qu'est-ce que c'est la révolution? C'est le passage du règne d'un homme au règne de l'argent. D'ailleurs, dès l'époque, on parlait d'aristocratie de l'argent. Les bourgeois, qu'est-ce que c'est? C'est l'aristocratie de l'argent. Bon. Et en fait, à la place d'un roi, il y a un autre principe qui se met en place. Et l'argent, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ma théorie, mais l'argent est au cœur d'un système qui est par définition inégalitaire. Et donc, si vous voulez l'égalité en conservant l'argent, ça pose un léger problème. On entre dans des contradictions, et c'est des contradictions qu'on ne peut pas surmonter. Et c'est précisément des contradictions dans lesquelles se sont noyés les révolutionnaires, d'ailleurs non seulement Robespierre, mais tous les révolutionnaires depuis la Révolution. Hein. Tous les gens qui ont voulu aller vers plus d'égalité, mais qui n'ont pas mis en cause l'argent, ont été obligés de tourner en rond. Donc, et au bout d'un moment, quand on tourne en rond, on s'épuise, ou on essaie de surmonter ces contradictions avec de la violence, ou on est écrasé par la nature des choses, tout simplement. Quoi. Et comme Robespierre, lui, ne voulait pas, à mon sens, réellement recourir à la violence, il a laissé les bourgeois gagner. Quoi. Il y a une erreur qu'on fait souvent. Robespierre n'était pas pour l'abolition de l'esclavage. Je ne dis pas qu'il était pour l'esclavage, mais dans le contexte de la Révolution, il n'était pas pour l'abolition de l'esclavage. Par contre, ce qu'il a défendu, ce sont les gens qui étaient déjà libres. Comme on disait, les hommes de couleur libres. Parce que dans les colonies, il y avait disons, trois classes. Il y avait les colons, ou je ne sais pas comment on les appelait, les esclaves, et entre les deux, des gens qui étaient anciennement esclaves, qui avaient peut-être des métis, ou bref, une classe intermédiaire, disons. Et la constituante avait envisagé de leur accorder les droits du citoyen, puis finalement elle les a repris, puis finalement elle leur a redonné. Donc Robespierre s'est effectivement beaucoup battu en faveur de ces gens-là, vu que de toute manière, s'il avait demandé l'abolition de l'esclavage, à mon avis, dans le contexte de la constituante, il ne l'aurait pas obtenu, de toute façon. Donc il essayait de préserver les droits qu'il pouvait, et même ça, je crois que il me semble, c'est la législative en fait qui a restauré les droits des hommes libres de couleur que la constituante avait rogné finalement. Et en fait, sur la question même de l'esclavage, donc qui sera aboli en février 1994, Robespierre va considérer que c'était une manœuvre faite pour faire perdre les colonies à la France. Et on trouve ça dans ses notes sur Danton, justement, parce que ce sont les amis de Danton, notamment, qui ont poussé justement pour cette mesure. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai? Le fait que c'était une manœuvre, je ne sais pas. En tout cas, il est certain que Robespierre n'a pas demandé ouvertement l'abolition de l'esclavage. On charge Robespierre de tous les crimes qui ont été établis en Vendée. Il y a notamment quelques années sur France 3 un documentaire qui était paru où Robespierre était chargé de toutes les immondices et tous les maux qui puissent exister. Concrètement, est-ce qu'il a eu un rôle direct sur les événements de Vendée? Aucun. Et en fait, déjà, d'où vient cette légende noire? Encore une fois, la légende noire, elle vient du fait que quand vous avez quelqu'un qui défend la démocratie face à des gens qui n'en veulent pas, tout est bon pour abattre son chien. Hein. Voilà. Bon. Mais là, dans l'intégrale des discours, et qui va même au-delà, puisqu'il y a beaucoup d'interventions, il n'y a rien sur la Vendée. Robespierre n'a jamais fait un discours sur la Vendée. Il a pu évoquer quelquefois la question, mais il n'y a pas un discours sur la Vendée. Les causes en fait, Robespierre n'est pour rien dans les causes de la Vendée, puisque les causes de la Vendée sont dans la politique de la Constituante et des Girondins. Or, il s'y est opposé. En particulier, après, il s'est opposé à la guerre. On sait que l'insurrection en Vendée, d'ailleurs, qui dépasse le cas de la Vendée officielle en tant que département. Ce qui va amener réellement la Vendée, c'est la guerre. C'est le fait que la guerre amène à lever des hommes et les Vendéens ne veulent pas partir. Donc, les tenants de cette thèse viennent nous expliquer que oui, c'est pas lié aux circonstances. D'ailleurs, à propos de circonstances, j'ai gardé ça c'est donc des arrêtés que je signale dans mon premier bouquin. Il y en a 9. Robespierre en a signé 9. Alors, je veux bien qu'on nous dise la Vendée, c'est pas lié aux circonstances. Moi, je vais vous lire des arrêtés. Des arrêtés donc signés par Robespierre sur la Vendée. Il y en a 9. Je ne vais pas tous les lire, mais donc 18 octobre 93, l'arrêté consiste à ordonner d'attaquer Noirmoutier dès que possible. Or, Noirmoutier a été pris le 13 octobre.
Bon, si c'est pas lié aux circonstances, bon. Autre arrêté, envoyer des troupes à Fougères. Donc, 29 octobre, envoyer des troupes à Fougères. Pris par les Vendéens le 3 novembre. Le 12 décembre, envoyer des troupes au Mans. Pris la veille par ce qu'on appelait les brigands. Enfin, si ce ne sont pas liés aux circonstances, c'est bon. D'ailleurs, est-ce que la République aurait envoyé des troupes en Vendée s'il n'y avait pas eu d'insurrection vendéenne? C'est évident que non. Donc venez nous expliquer que c'est pas lié aux circonstances. Enfin, je veux dire, en fait, les gens qui soutiennent cette thèse-là veulent absolument que les révolutionnaires soient des gens totalement irrationnels. Non, ce n'étaient pas des gens irrationnels. Il y a une insurrection, et quel que soit le régime, il faut se rappeler que dans le Sud, les bourgeois toulonnais ont livré leur ville à la flotte anglo-espagnole. C'est ça, anglo-espagnole. Les républicains ont mis des mois à reprendre la ville. Là, on est en Vendée. On est en Vendée, c'est encore plus près de l'Angleterre. Et les Vendéens vont essayer, effectivement, de tendre la main aux Anglais. Alors que la France est déjà assiégée au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Partout. La France est en guerre. Forcément, ça a été perçu comme une trahison. Alors, mais le vrai drame de la Vendée, donc je disais, je vais revenir sur ça, mais pour finir. Donc, Robespierre n'est pour rien dans les causes de la Vendée et n'est pas du tout impliqué, en fait, dans le traitement de la Vendée. Sauf quelques arrêtés qui sont purement militaires. Je veux dire, après, on pourrait effectivement parler de. C'est vrai que la Vendée, c'est un sujet en soi, quoi. Mais c'est un sujet en vérité qui ne concerne pas Robespierre. Les régions de l'Ouest étaient très révolutionnaires au départ, hein. Et elles vont être déçues par cette politique. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans cette région-là, les gens vont être déçus, ils vont se retourner contre la Révolution, alors que dans la plupart des autres régions, les gens déçus vont vouloir aller plus loin. L'insurrection vendéenne est liée notamment aussi à la politique girondine. C'est une réaction à cette politique-là. Et le paradoxe, c'est que les montagnards qui vont avoir à gérer cette insurrection sont eux-mêmes hostiles à la politique des Girondins. Le problème, c'est que l'insurrection vendéenne arrive trop tôt, pour ainsi dire. Les Girondins sont encore au pouvoir, et il faudra attendre. Donc l'insurrection vendéenne commence au début du mois de mars 93. Mars 93. Et les Girondins seront chassés du pouvoir par les montagnards le 2 juin 93. Sauf que au moment où les montagnards vont se retrouver au pouvoir, les Girondins, l'insurrection est déjà là, et elle ne s'arrête pas. Et c'est des gens qui, à mon avis, sont pas tellement en désaccord, hein, qui vont se retrouver face à face, quoi. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire une chose. Dans la tradition, il y a une tradition contre-révolutionnaire, et j'ai l'impression qu'ils ne voient pas une chose. C'est que les révolutionnaires sincères, et là je parle des Robespierre, sont sur une ligne sociale qui ressemble beaucoup en vérité à ce qu'a pu connaître la monarchie en son temps. La monarchie qui a un contenu social. Quand on parle des bourgeois qui démantèlent les corporations, ou qui dérégulent les marchés, pourquoi? Parce que précisément, avant, c'était régulé, il y avait des corporations, etc. Donc il y avait un aspect social. Et que font les vrais révolutionnaires? Ils s'opposent à cette politique bourgeoise. En fait, ils veulent maintenir ou rétablir ce qui existait déjà avant. Donc, il y a des choses que je ne m'explique pas, en fait, chez les contre-révolutionnaires. Qu'est-ce qu'ils critiquent, finalement? Ils critiquent le fait... le social que veulent maintenir les révolutionnaires, ou la démocratie. Enfin, c'est pas très clair, en fait. Il y a une espèce de haine, de rejet global comme ça. Mais quand on creuse, en fait, personnellement, moi je suis très lié à beaucoup de royalistes, etc. Je m'entends très bien avec eux. On partage beaucoup de principes, on a le même amour de la France, on a le même... mais je sais pas, ils sont dans une espèce de fantasme... Comme si l'oligarchie d'hier était beaucoup mieux que celle qu'on a aujourd'hui. Oui, il y a quand même beaucoup de royalistes ou de catholiques suffisamment probes pour reconnaître le rôle de modéré de Robespierre. Sans doute, oui. Surtout envers les persécutions anti-chrétiennes. Bien sûr, effectivement. Robespierre s'est opposé. C'est lui qui adressait vraiment tout son prestige pour s'opposer à la vague de déchristianisation qui intervient en novembre 93. Mais c'est vraiment un courant furieux. Et on trouve aussi bien des hébertistes, c'est-à-dire des fous furieux de la terreur, que des dantonistes dans le mouvement, pas forcément athée, parce que le culte de la raison, par exemple, n'était pas en réalité un culte athée. Je ne dis pas qu'il n'était pas porté par des athées,
ou par quelques athées, mais dans l'ensemble, les gens qui adhéraient au culte de la raison n'étaient pas athées. En fait, le culte de la raison, c'est grosso modo ce qu'on retrouvera un peu plus tard, et ce qu'on a appelé le culte de l'être suprême. C'est d'ailleurs dans le décorum, dans le style de cérémonie, dans le style du discours, je veux dire, c'est la même chose. La différence, c'est que le terme raison était plus impolitique que le terme être suprême, qui était quand même plus clair, qui disait clairement on croit en Dieu, quoi. Et c'était clairement dire on croit en Dieu à une Europe qui était à 100% catholique. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. L'Europe était catholique. Voilà, donc les gens croyaient en Dieu, et quand on passait pour un athée, on passait pour l'antéchrist, ce qui favorisait la politique, la propagande contre-révolutionnaire, etc., etc. Donc et du reste, effectivement, Robespierre était lui-même, il se déclare lui-même comme ayant été un mauvais catholique, mais il n'était pas athée. D'ailleurs, Rousseau n'était pas athée. Enfin, d'ailleurs, à propos d'une petite anecdote, on présente souvent Robespierre comme un fanatique. À propos donc de on sait que c'est Robespierre qui va faire passer le décret sur l'être suprême, sur le décret qui déclare que le peuple français reconnaît l'immortalité de l'âme et l'existence de l'être suprême. Et je crois que c'est le jour même, ou dans les jours qui suivent, au Jacobin, il y a une discussion, et un jeune garçon qui s'appelle Marc-Antoine Julien va, comme Rousseau, proposer que tous les athées soient chassés de la République. Et c'est Robespierre qui intervient et qui dit non, il y a des choses qui devraient rester dans les livres. Voilà, bon. Voilà pour le genre de fanatique que pouvait être Robespierre. Robespierre n'était pas un fanatique, Robespierre était réellement un modéré. Et ça, on peut le démontrer. Quand on aborde un sujet, on pourrait... Un modéré qui avait des principes sur lesquels il n'était pas prêt de revenir, quoi. Certes. Et d'ailleurs, du coup, je vais parler d'une chose. Je vais parler de la loi du 22 prairial, d'après laquelle les historiens datent ce qu'on appelle la Grande Terreur. Alors moi, en fait, je vais démonter cette idée-là, quoi. Par rapport, déjà, il y a deux choses, en fait. Au niveau des chiffres. Alors déjà, je vais montrer peut-être ce schéma. Je vais le montrer tout de suite, et puis après, comme ça, ce sera incrusté dans la vidéo, et comme ça. Voilà. Donc, le 22 prairial, c'est-à-dire, je crois, le 10 juin 94, Robespierre soutient une loi qui, effectivement, simplifie toutes les procédures du tribunal révolutionnaire. Et donc, on supprime... on peut expliquer pourquoi on supprime les avocats. Qu'étaient les avocats à ce moment-là? Il faut voir. On supprime les interrogatoires préalables. Mais en quoi consistaient ces interrogatoires? Moi, je n'ai vu, des fois, on demande simplement le nom du mec. Bon, mais malgré tout, ce sont des procédures qui sont lourdes, etc., qui ralentissent le travail du tribunal révolutionnaire. Qui coûte, oui, c'est les avocats escroquaient leurs clients, c'était notoire. Enfin, je veux dire, donc ils ont supprimé des choses qui étaient finalement totalement inutiles. Et on confie la défense des patriotes qui seraient accusés à la conscience de jurés patriotes. Voilà, c'était l'idée. Et c'est une idée en fait qui remonte à loin. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, je rentre pas après dans le détail de cette loi. Ça, c'est une chose que je traite très en détail dans mon premier bouquin. J'en parle aussi dans la présentation de ce dossier-là. Mais ce que je veux dire, c'est que les historiens oublient une chose. Quand ils disent, effectivement, avec cette loi, la terreur va augmenter, parce qu'ils se basent sur le fait que le nombre d'exécutions à Paris va augmenter. Comme je le montre sur le schéma, on voit très bien sur le schéma que effectivement ça augmente. Mais ils oublient de préciser une chose. C'est que cette loi rappelle une disposition d'une loi précédente qui est que le tribunal révolutionnaire de Paris reste le seul tribunal en France. En fait, à partir du 27 Germinal, c'est-à-dire du 16 avril, une loi est passée sur les mesures de police générale et tous les tribunaux de province ont été supprimés. D'accord. Voilà, forcément, on imagine bien que si les tribunaux de province sont supprimés, il y aura quelques exceptions, mais dans l'ensemble, ça veut dire que tous les suspects de France et de Navarre vont être envoyés à Paris. Donc, logiquement, le nombre de condamnés ne peut qu'augmenter, mais ça ne veut pas dire qu'il augmente au niveau de la France. Voilà. Bon. Et ça, on oublie un peu de le dire. En fait, à mon sens, c'est précisément au moment... D'ailleurs, donc,
question de bon sens. Est-ce que quelqu'un qui veut étendre la terreur supprime tous les tribunaux de province ou multiplie les tribunaux? On va plutôt les multiplier, ouais. Bon, première chose. Deuxième chose, au niveau de la loi du 22 prairial. On nous dit également les dispositions, la liste des motifs pour être suspect devient s'allonge, etc. Parce que jusqu'à présent, je crois que ce qui était en vigueur, c'était la loi du 17 septembre 93, donc loi dite loi des suspects, qui était en fait très succincte. Donc en 2 mots, on définissait les suspects. Donc moi, je pose encore une fois une question. Qu'est-ce qui est le plus arbitraire? Qu'est-ce qui expose aux mesures les plus arbitraires? Une définition en 2 mots ou une définition qui essaie d'être le plus précise possible et donc qui est forcément plus longue? Alors après, effectivement, il y en a qui viennent nous dire, ça c'est pareil. Il y en a qui n'ont pas compris en fait le sens de la loi prairiale. Loi qui n'est d'ailleurs pas toute seule. Alors, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais il y a une autre. En fait, les lois de prairiales sont liées aux lois de Ventose, à l'institution de. Alors, la loi de Ventose consiste à distribuer aux indigents ou aux sans-culottes les biens des suspects. Pour ça, donc évidemment, les suspects qui ont été exécutés. À ce moment-là, sont également instituées des commissions dites populaires. Et en réalité, normalement, il doit y en avoir 6. Le décret en prévoit 6. Commissions qui ne sont pas là pour trier, comme on le dit souvent, qui sont là pour juger. C'est le terme. C'est juger. Et moi, j'ai vu les arrêtés du comité de salut public. Les membres des commissions ont le même traitement que les juges du tribunal révolutionnaire. Certains membres font partie d'ailleurs du tribunal révolutionnaire. En fait, ces commissions sont des pré-tribunaux. Et elles sont là, en fait, pour mâcher le travail du tribunal révolutionnaire. Ce qui explique pourquoi, derrière, il y a la loi qui permet d'accélérer la procédure. Parce que, précisément, il y a des commissions qui, en amont, font vraiment le boulot. Voilà, ils font le boulot. Et d'ailleurs, c'est même Robespierre qui s'en est occupé et qui leur a attribué des moyens d'investigation pour savoir qui, enfin, pour enquêter, etc., pour pas condamner les gens n'importe comment. Et le problème, c'est qu'en fait, ces commissions, elles vont alors, un hasard, par exemple, c'est que les premières listes établies par ces commissions sortent, je crois, le 20 prairial. 2 jours après, on adopte les lois donc, du 22 prairial. Moi, je n'y vois pas de hasard. Enfin, tout est lié. Le problème, c'est que les gens, enfin, les listes de noms qui vont être dressées par ces commissions ne seront jamais soumises au tribunal révolutionnaire. Sauf, il y aura une seule fournée, c'est le 9 Thermidor. Les gens qui passent au tribunal révolutionnaire le 9 Thermidor sont des gens qui figurent effectivement sur les listes. Mais c'est les premiers depuis, alors que ça fait 2 mois que ça marche. Quoi. Et du coup, en fait, mais en même temps, c'est un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un truc qui s'appelle la conspiration des prisons. C'est pas clair. C'est fait pour vider les prisons. Mais en même temps, dans tous les cas, la terreur à Paris, enfin, c'est pas tant de morts que ça. Dans l'absolu, évidemment, c'est beaucoup de morts, mais de manière relative, la révolution n'a pas fait tant de morts que ça. Quoi. Sur Paris, d'ailleurs, il faut savoir que sur Paris, sur l'ensemble des gens qui ont été exécutés à Paris, il y a au moins 60% de provinciaux. Donc c'est même pas des Parisiens. Quoi. Donc l'impact dans l'idée des gens, il y a des gens qui sont passés, qui ont traversé la terreur sans s'en rendre compte. Moi, j'ai lu un bouquin, c'est un journal tenu par un bourgeois. Alors lui, effectivement, il relève les noms des gens qui sont passés au tribunal, qui ont été condamnés. Alors, il n'a pas l'air concerné du tout, le mec. Hein. Ça porte à ce moment, à l'époque, Paris, c'est 600 000 habitants. Et grosso modo, il y a eu 1 millier de Parisiens exécutés. Donc, c'est pas. C'est vrai que si on fait le rapport avec la commune, et quand je dis exécuté, c'est en 1 an. Hein, c'est pas en 5 minutes, c'est en 1 an. La commune, c'est 20 000 en 2 semaines. Plus 40 000 déportés. Bon. 40 000, c'est le nombre de morts sans compter la Vendée, quoi. Et encore, j'en suis même pas sûr, mais c'est 17 000 exécutions officielles et 40 000 morts en comptant les exécutions sommaires, les morts en prison, etc. 40 000 pour toute la France en 1 an. Pour une période comme la Révolution. C'est la bataille d'Eylau.
Hello, c'est 40 000 morts. Par exemple, une bataille. Bon, donc je pense que quand on focalise sur le sang versé pendant la Révolution, je pense qu'il faudrait quand même relativiser, quoi. C'est, moi, je pense que par exemple, un Robespierre lui, est mort de ne pas avoir été un tyran, par exemple. C'est notamment ce que les communistes ont retenu. Lénine, c'est ce qu'il a retenu. Leur obsession, ça a été garder le pouvoir. Et garder le pouvoir comment? Par la force. Hein. Mais pour être clair, le robespierrisme, je pense, aboutit à ma théorie du civisme. Sur l'échiquier politique, tu as des gens qui, comme de toute manière, nos contemporains n'ont toujours pas compris l'obstacle qu'est l'argent. N'ont pas compris que l'ennemi, c'est l'argent. Je dis pas les banquiers, je dis pas la monnaie, je dis l'argent, c'est encore autre chose. Et ça, parce qu'on dénonce la spéculation, on dénonce Wall Street, on dénonce les banquiers, on dénonce la dette. Mais tout ça, c'est pas l'argent, c'est en dessous. L'argent, c'est encore au-dessus. C'est le principe fondamental de tout ça, de tout l'édifice. Et là, pour l'instant, je n'ai encore vu personne s'en prendre à ce principe-là. On manquera pas de te réinviter pour une nouvelle interview sur ce thème-là bien précis. En tout cas, je te remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Raphaël et Lisandro qui se sont occupés de la technique pour cette interview. Donc pour les internautes qui nous écoutent en ce moment en direct, vous pourrez retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube et bientôt donc sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Notre prochaine vidéo, ce sera donc au Bilderberg. Salut et fraternité.